Je suis Alexis, j'ai 22 ans. Je suis technicien de laboratoire et j'habite à Clermont-Ferrand. J'ai été harcelé dès le CE1, donc à peu près à 7 ans, jusqu'en CM2, donc toute la période de ma primaire. Sandra, 51 ans, venant du pays d'Auvergne, Clermont-Ferrand. J'ai été victime de violences et de harcèlement de la maternelle jusqu'au collège. Et au lycée, je suis devenue auteure de harcèlement et de violences. Tu sers à rien. Petite phrase anodine, juste une pique lancée dans la cour de récré. Tu sers à rien. Sentence anonyme lâchée à la va-vite sous un post Instagram. Des mots parfois prononcés sans mauvaise intention, mais des mots qui se répètent, résonnent, s'infiltrent comme du poison, et portent un nom, le harcèlement. En milieu scolaire, le harcèlement est le fait, pour un élève ou un groupe d'élèves, de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs, voire violents. Dans ce podcast, vous allez entendre deux voix, celle d'Alexis, harcelée à l'école dès le CE1, et celle de Sandra, victime au départ, puis harceleuse à son tour. Ils ont accepté de nous raconter leurs histoires, celles d'enfants pris dans la spirale de la violence. Leur témoignage est précieux car il raconte un phénomène qui touche tout le monde, partout. En moyenne, dans chaque classe du pays, un enfant est harcelé et a besoin d'aide. Donc moi, je suis l'aîné de 3 enfants. Donc j'ai un frère et une sœur, âgés de 20 et 15 ans maintenant. J'ai toujours vécu avec mes parents dans un milieu rural, dans la confiance, dans la bienveillance. On est une famille assez soudée entre nous. On est une famille qui est très respectueuse, qui valorise nos engagements, nos idées et ça continuera. J'étais un enfant qui était assez timide, avec un physique assez maigre, qui était très créatif, qui adorait utiliser son cerveau pour dessiner, pour créer des choses. Et quelqu'un qui était très souvent dans sa bulle, qui était posé et assez calme. Et moi, j'étais plutôt une jeune fille aussi assez discrète. J'étais une enfant qui, à la base, n'était pas forcément désirée dans le sens où je suis née fille. Et ma génitrice, excusez-moi, moi, je n'arrive pas à dire le mot mère. Donc, ma génitrice m'a repoussée à la naissance. Donc, je suis restée 3 jours sans prénom. Et c'est un ami de la famille qui a trouvé mon prénom grâce à une chanson, Une rose pour Sandra. Et j'étais une petite fille qui était toujours en quête d'amour maternel, de reconnaissance. J'ai un frère qui est arrivé très vite derrière moi. Et en fait, toute l'attention était portée sur lui. J'aimais beaucoup m'isoler quand j'étais enfant, parce qu'au moins, on ne pouvait pas me faire de mal. Et puis oui, en grandissant, c'était beaucoup l'écriture, beaucoup le dessin. Mais le dessin, c'était particulièrement comment je me voyais moi. Je faisais beaucoup d'autoportraits, très lugubres, lorsqu'on les voit aujourd'hui, très glauques. Donc voilà, vous aviez compris, une génitrice qui m'acceptait pas bien. Un papa qui n'était pas présent du tout, puisque était dans la marine nationale. Donc il était très souvent en campagne. Je suis née à Brest, en Bretagne. Et donc, on vivait en ville. Il faut savoir qu'en parallèle, je subissais également des violences. J'ai été violée par un frère à ma mère. Et lorsqu'elle l'a découvert, j'avais 12 ans et demi. En fait, elle m'a foutue à la rue, puisque j'avais osé charmer son frère. Et donc, j'ai été ballottée de copains et de copines. Après, j'ai une amie de la famille qui m'a récupérée. Et par contre, si je voulais, rester logée chez elle, en plus de l'école, il fallait que je fasse le ménage, que je garde ses enfants. Et en parallèle, je travaillais également avec elle dans un marché le samedi matin et le dimanche matin. Voilà. Donc, très compliqué de vivre ça de ce côté-là, vraiment.
Je dirais que ça a commencé quelques temps après la rentrée, du moins dans les 2 mois qui ont suivi. J'étais la proie facile, notamment à cause de mon physique. J'étais en CE1, donc on a à peu près 7 ans. Mon auteur, il avait 1 an de moins que moi, donc corpulence totalement l'opposé de moi-même. Donc moi étant un enfant assez mince, maigre, lui était tout l'opposé. C'est une personne assez forte, assez imposante. Et donc ça a commencé par des violences beaucoup physiques, qui se caractérisaient vraiment par des coups. Donc on me traînait par terre telle une serpillière, on me mettait dos à terre et on me sautait sur le ventre. Et après c'était ruée de coups à longueur de journée. Sachant que c'était assez compliqué parce que les cours de récréation étaient assez longues, elles duraient quand même une demi-heure. Donc moi, vous aurez compris, c'est dès la maternelle, quoi, dès mon arrivée de la maternelle, déjà de la part d'adultes, ça a commencé par eux. J'étais dans un système où les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Voilà, donc j'ai encore connu ça. Et par contre, ça a été très très vite compliqué puisque je suis gauchère. Et c'était quelque chose à l'époque extrêmement mal vu, particulièrement lorsque vous étiez scolarisé en école privée, mais école privée tenue par des religieux et religieuses. Et donc forcément la main gauche, main du diable. Donc très vite, dès la maternelle, on m'attachait la main dans le dos. Et puis j'étais le vilain petit canard de la classe, puisque voilà. Et donc je connaissais très bien le coin. J'en avais fait le tour, si je puis dire. Le bonnet d'âne, voilà. Ça a été vraiment le fait que je sois gauchère, fille de marin. Voilà, ça c'est des éléments, mon nom de famille, qui ont été des éléments vraiment déclencheurs. Donc c'est ça qui est relativement, je dirais, terrifiant parce que l'adulte normalement est un modèle et du coup lorsque des enfants voient un adulte qui tape ou qui insulte une enfant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil. Donc j'avais des humiliations très régulière, enfin même quotidienne, dès la maternelle. Donc pas le droit de sortir en cours de récréation. Et lorsque j'avais le droit de sortir, c'était pour rester dans un coin parce que personne voulait jouer avec moi. Et puis j'avais pas intérêt de sortir de mon coin parce qu'on me sautait dessus, parce qu'on me frappait et parce qu'on passait son temps à m'insulter et m'humilier. Le lendemain, quand je retourne à l'école, c'est sûr que on a vraiment un sentiment de se dire j'espère qu'on ne va pas revivre ce que j'ai vécu la veille. Sauf que ça recommence. Et c'est là qu'on comprend vite qu'on est dans une boucle. Pour ma part, la journée type, c'était comme beaucoup d'enfants, le lever avec vraiment petit déjeuner et après le temps brossage de dents, etc. Sauf que je voulais rester vraiment à la maison. Je voulais pas retourner à l'école, même si, par exemple, des fois, mes parents me demandaient pourquoi allez, il faut y aller. Eh ben, je disais oui, tout simplement. Je pouvais pas leur dire ce que je vivais à l'école. Même si j'avais une boule au ventre, je le montrais pas. Je me cachais derrière un masque. Je faisais voir un faux sourire. Et en franchissant le portail de l'école, je commence à tout de suite me cacher sous des cartables, sous des blousons, jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Et là, je me dis, la classe, ça va être très très bien. Je sais que j'aurai pas de soucis. Vient la récré de 10h30. Donc là, par contre, c'est une toute autre chose. Les cartables disparaissent. Donc j'essaye de me cacher sous le peu de blouson qui me reste. Je me cache dans les toilettes. Je fais tout pour pas qu'ils me retrouvent. J'essayais de trouver des cachettes autant que je pouvais. Je variais les cachettes pour pas qu'ils sachent
vraiment ma cachette favorite. Donc après, le temps de la cantine, tout se passe très très bien parce que mon auteur ne mangeait pas à la cantine. Donc là aussi, tout se passait très très bien. Mais c'est vrai qu'en revenant de la cantine, c'est toujours un enfer parce qu'on ne sait pas ce qu'on va subir, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Sauf que quand il me voit, je sais qu'à partir de maintenant, c'est le temps pour lui de me transmettre les coups. Donc j'en subis les frais, même si mes amis essaient de me défendre, mais il est trop puissant, tout le monde a peur de lui. Donc c'est très compliqué. Et la seule chose qu'on attend, c'est vraiment la fin de la journée, pouvoir retrouver son chez-soi, se poser avec de la musique sur les oreilles, se mettre dans sa bulle, ne penser à rien. Et c'est vrai que les maux de ventre du dimanche soir, qui commencent dimanche midi, on commence à avoir mal au ventre, arrive la fin de journée où on a de plus en plus mal au ventre, et jusqu'à pleurer pour aller se coucher parce qu'on ne veut pas dormir, parce que si on dort, on sera plus vite demain. C'est la tête sur le radiateur pour avoir la tête bien chaude et dire qu'on a de la fièvre, qu'on est malade, et que effectivement on prend notre température et ah oui, t'as de la fièvre, et de pas aller à l'école. Il y a aussi le fait, c'est que les violences, quelles qu'elles soient, qu'on puisse subir, ont vraiment une incidence énorme sur le plan psychologique. Et le fait qu'on vous tape, c'est une chose, mais le fait qu'on vous insulte aussi, qu'on vous humilie, je prends l'exemple, à force d'entendre dire que vous êtes nul, vous êtes bon à rien, vous servez à rien, qu'est-ce que la Terre serait mieux sans toi si tu n'existais pas, on finit par le croire. Et un jour arrive où on ne peut plus se regarder dans la glace, et du coup, on a une souffrance supplémentaire qui se rajoute. En fait, c'est la souffrance psychologique. Et celle-là, elle est terrible. Et je préfère 100 fois me faire mal physiquement que psychologiquement. Ça a été arraché de ma volonté parce que je voulais toujours continuer à rester dans le secret, à ne pas en parler. Et il a fallu que je rentre avec cette arcade ouverte pour que j'en parle. On continuait toujours de me traîner par terre. On me lançait des cailloux. Donc c'est notamment un caillou que j'ai reçu dans la tête qui m'a causé ça. Et quand je suis rentré chez moi, justement, j'ai toujours voulu nier le fait, donc du coup dire que j'étais tombé. Et donc, elle m'a pas cru, mes parents m'ont pas cru. Et ils ont juste soulevé mon t-shirt pour voir, et ils ont découvert en fait que j'avais un corps qui était rempli d'hématomes, qui était bleuté, qui avait synonyme de coups, en fait. Et c'est là que on peut plus nier parce qu'il y a trop d'évidence, il y a trop de preuves, et c'est là qu'on ne peut plus mentir, on ne peut plus se défendre, et que la seule solution, c'est d'en parler. Et ça a été arraché de ma volonté parce que je voulais toujours continuer à rester dans le secret, à ne pas en parler. Et il a fallu que je rentre avec cette arcade ouverte pour que j'en parle. Et même si on ne veut pas inquiéter nos parents ou toute autre raison de ne pas en parler, il y a un moment où c'est la seule solution qui nous reste. C'est sûr qu'une fois que j'en ai parlé, il y a un énorme poids qui se libère parce que c'est quelque chose que je gardais déjà depuis 4 ans. Donc il y a un moment où les nerfs, on ne peut plus les contenir. C'est tellement trop gros à contenir que... En fait, les pleurs ne s'arrêtent plus. Alors, ça s'arrête lorsque je suis en 3e, de manière assez étonnante. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté, celle-là. Il y a un concours qui est organisé, le concours national de la mémoire et de la résistance.
Et on avait demandé à des élèves de troisième de participer à ce concours de mémoire. Et comme j'étais pas trop nulle en français, mon prof m'avait demandé avec une autre élève en fait de préparer un mémoire. Je prépare ce mémoire et je finis première en devoir individuel, mémoire de la résistance 1989, ça nous rajeunit pas tout ça. Et donc départemental et deuxième régional Bretagne. Et là, j'étais devenue la star, vraiment la star du collège, parce que pendant un an, vous faites vous êtes invité par le maire, vous faites les commémorations, et du coup, j'étais la petite star. Et là, curieusement, plus personne m'embêtait. Mes 2-3 profs qui m'aimaient pas vraiment beaucoup, là, curieusement, ils arrivaient à prononcer mon nom de famille, et ils me vouvoyaient, et ils me remerciaient. Donc là, c'était quand même assez étonnant. Donc voilà, la bascule s'est faite là. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'en ai parlé. Ensuite, mes parents ont pris la décision d'appeler l'établissement, d'avoir un rendez-vous avec la directrice. Et donc, c'est là que je me suis senti vraiment incompris, parce que la seule réflexion que la directrice a dit à mes parents, c'était que maintenant, en fait... je devrais aller jouer près des professeurs. Je me suis dit, ça continue parce que je peux toujours pas profiter pleinement de ce temps extrascolaire. Je peux pas profiter d'aller jouer avec mes camarades. Même si j'en ai parlé, ça s'est pas forcément résolu complètement. D'un côté, j'étais toujours enfermé dans un cercle bien précis. Du coup, lié à mon harcèlement, mes parents ont fait le choix de faire une dérogation pour pas que j'aille dans mon collège de secteur, pour pas me retrouver justement avec mon auteur. C'est sûr que d'un côté, je le voulais pour pas que je revive cette situation, mais d'un côté, je savais que j'allais perdre énormément d'amis de confiance. Mais j'étais assez compréhensif pour comprendre que c'était pour mon bien et que vraiment, il fallait que j'aille mieux d'abord physiquement, mais surtout là-haut mentalement. Donc après le collège, puisque moi les violences et le harcèlement ont duré jusqu'en troisième, et là je pars en lycée à la ville. Et là, énorme lycée, donc on passe beaucoup plus inaperçus les uns et les autres, et je fais une seconde, on va dire à peu près classique. Je ne suis pas repérée ni par les uns ni par les autres. Je reste dans les clous. Tout va bien. Et puis, j'apprends que mon meilleur ami, que je devais aller voir le dimanche soir, mais la flemme d'aller faire 5 km à pied aller, 5 km retour, j'avais décidé de ne pas y aller. Et le lendemain matin, j'apprends qu'il est décédé. Et je crois que toute la rage qui était enfouie en moi, la rage parce qu'à 15 ans, on se dit, on ne doit pas mourir à 15 ans. Voilà, déjà, on ne doit pas être battu, on ne doit pas souffrir, on ne doit pas être violé, on ne doit pas... Enfin voilà, c'est pas possible. Et toute cette violence que j'avais pu subir depuis toujours, ça fait comme un volcan. C'est tout ressorti en fait. Ça a été vraiment le déclic. Et de victime, je suis passée auteur. Donc en lycée, en BEP, j'étais devenue auteure de violence et de harcèlement. Donc, et nous, on fait bien le distinguo entre violence et harcèlement, parce qu'il ne faut pas oublier que le harcèlement, c'est la conséquence de violences répétées. Donc, je pouvais être violente gratuitement, quelqu'un qui me regardait ou qui ne me regardait pas, quelqu'un qui se permettait de me dire quelque chose alors que je ne lui avais pas donné l'autorisation. Et je pouvais avoir une proie. Donc là, et ma proie, j'en avais deux. J'avais 2 élèves, un frère et une sœur, et j'avais une professeure. Au fond de moi, je sais que j'étais pas méchante. J'étais quelqu'un de gentil.
je pense sincèrement, et ce n'est absolument pas pour m'excuser, car c'est inexcusable ce que j'ai fait, c'était, je pense, un appel au secours. C'était un trop-plein d'années de violence que j'avais eu, on va dire, depuis ma naissance, et qui ont fait que voilà, j'ai basculé de l'autre côté. Les premiers jours, premières semaines en 6e, c'était très très convivial, très sympathique. Vraiment jusqu'au au jour, à la fin de la 6e, il y a bien sûr les visites de l'établissement pour les élèves de CM2. Et c'est là où j'ai compris qu'en un an, j'avais déjà beaucoup mûri. Parce que lors de cette visite, il y avait mon auteur. Et c'est là où, on va dire, que j'ai basculé. C'est-à-dire que durant cette sortie, bien sûr, il commençait à imposer sa pression. Et c'est à ce moment-là où moi, je me suis dit, tu n'as pas été capable, on va dire, de te rebiffer. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à le pousser contre des arbustes, des arbres. Mais il y a, comme tout bon prof qui voit... Enfin, il y avait une prof qui a vu ça et qui m'a tout de suite remis à l'ordre, sauf que la haine que j'avais contre lui était beaucoup trop grande. Et même si j'avais énormément de respect pour les profs, on va dire que j'étais vraiment obligé de lui répondre et de lui dire qu'il m'a fait vivre la misère et que maintenant, je veux que ça change en fait. Parce que je pense qu'aucun auteur, aucun harceleur ne peut comprendre ce que ressent l'élève victime, comment il se voit, comment il s'interprète, comment sont ses pensées. Suite au décès de mon ami, je disais tout le temps qu'il ne fallait pas montrer ses faiblesses aux autres, car c'est la meilleure arme qu'ils puissent utiliser contre vous. Et là, j'étais en situation de faiblesse. Du coup, j'étais en colère aussi contre moi-même, parce que du coup, je me dévoilais aux autres, et j'attaquais avant qu'on m'attaque. Voilà. Jusqu'au jour où, parce que j'avais mes toutous, c'était ma bande d'amis, on nous appelait le Club des 5, et là, elles m'ont attrapée. À 15 ans et demi, quand vous arrivez au lycée, vous êtes déjà fortement alcoolisé. J'étais devenue alcoolique à 15 ans et demi. Voilà, elles ont eu le courage de me dire stop. Elles m'ont chopée, elles m'ont plaqué contre un mur et elles m'ont dit maintenant Sandra, tu te calmes, tu t'attaques aux mauvaises personnes et tu te fais du mal pour rien. Je les remercierai jamais assez, on se fréquente toujours. On en a enterré une au mois de mai. Et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui grâce à elle. Et on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Alors, on a des grosses cicatrices pour certains. Excusez-moi. On a des grosses cicatrices, mais on avance. Et on arrive à faire de belles choses. À l'heure actuelle, moi, je témoigne énormément par rapport à mon histoire, dans le but de sensibiliser, dans le but de montrer que même avec ce qu'on a vécu, on s'en sort, surtout que on n'est pas seul. Ce que j'ai vécu, j'en fais une force et que je suis là maintenant pour aider les générations futures. On est là pour vous, on est là pour sensibiliser, pour montrer que c'est quand même un fléau, notamment maintenant avec les réseaux sociaux, avec le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui maintenant ne s'arrête plus du tout. Ça continue à la maison. Et c'est pour dire que même avec les campagnes de sensibilisation, les campagnes vraiment de formation, ils sachent qu'ils peuvent compter sur beaucoup de monde, plus qu'ils ne le croient. Je rejoins Alexis sur le fait que, oui, on s'en sort. Notre vécu fait notre force. Et c'est une belle revanche sur la vie. Et j'aurais un petit message aux équipes éducatives. Soyez bienveillants, soyez à l'écoute. Et puis surtout, faites attention à ce que vous dites, parce que juste quand un enfant
vient voir un adulte qui vous raconte que soit il se fait violenter à la maison, soit il se fait harceler à l'école. S'il vous plaît, la première chose, ne dites pas « Tu es sûr que tu n'as rien fait pour qu'il te fasse ça ?» Et vous détruisez ce petit jeune. Et là, la confiance, c'est terminé parce que une victime va venir parler une fois, mais ne reviendra pas une deuxième fois. Et si vous loupez ce coche, si vous avez, on va dire, ces paroles maladroites, et je suis gentille en disant ce terme-là, c'est fini. Mais voilà, c'est ma petite parenthèse. Et après, oui, aux victimes, parler. Il y a des gens bienveillants, il y a des humains, et il faut croire en l'autre. Et en fait, aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même, même encore à mon âge. Voilà. Et on s'en sort. Alexis et Sandra ont tous les deux vécu un traumatisme quand ils étaient enfants. Comme des milliers de jeunes, leurs vies ont été bouleversées. 5% des élèves en élémentaire, 6% au collège, 4% au lycée sont victimes de harcèlement. Cette série de podcasts leur donne la parole. Leurs témoignages sont parfois durs, toujours bouleversants, mais aussi tellement nécessaires car le harcèlement et le cyberharcèlement sont des phénomènes qui nous touchent toutes et tous, partout en France. Le harcèlement n'est pas une fatalité. Élèves, parents, professionnels, un numéro à appeler, à connaître, le 3018. Gratuit, anonyme, confidentiel, disponible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Toutes les informations sur la lutte contre le harcèlement à l'école sont à retrouver sur info.gouv.fr.